Bonjour, on va voir dans cette vidéo les bases de la radiographie du thorax où on va introduire les notions de base pour s'initier à l'interprétation de la radiographie thoracique de face ou le téléthorax. L'apport de la radiographie thoracique, il est multiple et c'est un outil qui va nous permettre de voir globalement l'aspect du poumon. Elle va nous permettre de faire de dépistage de plusieurs pathologies, certaines pathologies d'intérêt de santé publique, notamment la tuberculose. Ça dépiste aussi d'autres maladies avec une efficacité plus ou moins variable, comme les cancers du poumon et autres pneumopathies professionnelles ou infectieuses. Elle permet aussi de faire le suivi de ces pathologies après avoir fait le diagnostic et après avoir initié le traitement. Et bien sûr, elle n'est pas uniquement utilisée en pneumo, elle est utilisée en réanimation, en médecine du travail, en médecine générale, en médecine interne et autres pratiques médicales. Bon, vous le savez, la radiographie thoracique se fait par une incidence postéro-antérieure. Ça veut dire que le patient, il est en position debout, il va coller son thorax, la face antérieure de son thorax sur la cassette. Et il est irradié de façon postéro-antérieure. Donc, ça, c'est des introductions que vous connaissez. Et donc, on va juste revoir un petit rappel sur les critères de qualité. D'abord, il faut que la radio soit bien identifiée avec le nom du patient, la date, et aussi il y a des critères de qualité qui concernent la qualité de la radio. L'un des critères les plus importants, c'est le cadrage. Si une radio est vraiment mal cadrée, c'est-à-dire qu'on a coupé les bases ou les sommets du poumon, c'est vraiment une radiographie à faire. Par contre, il y a d'autres critères de qualité qu'on peut accepter qu'ils ne soient pas parfait. Comme le problème de la symétrie. La symétrie, c'est les épines, les bords internes de la clavicule qui sont à équidistance des épines vertébrales. Là, on les voit à peine. Peut-être on va les voir après dans d'autres radios. Et il y a une autre façon de savoir si notre radio elle est symétrique, c'est de voir si les épines vertébrales se projettent sur la trachée. Donc là, ce que vous voyez en noir ici derrière, c'est la trachée. Et il y a les épines vertébrales qu'on voit à peine. Donc s'ils sont projetés l'une sur l'autre, c'est que ça va être une radio de bonne symétrie. Donc ça, c'était le problème de symétrie. Après, un autre problème de qualité, c'est la pénétration. Donc, une radio peut être trop pénétrée, ça veut dire qu'on a utilisé trop de rayons X, ou elle est de faible pénétration. Donc, si on arrive à voir le parenchyme en rétrocardiaque, c'est qu'elle est suffisamment pénétrée. D'accord? Donc, les rayons X ont pu traverser la masse cardiaque. Si on arrive à voir, on dit que normalement, à partir de la sixième vertèbre thoracique, on commence à de moins en moins voir les vertèbres. Donc, si on voit la sixième vertèbre, c'est que c'est suffisamment pénétré. Mais je dois avouer qu'avec les radiographies numériques, on a de moins en moins ce problème. Autre chose, c'est qu'on arrive à voir le parenchyme pulmonaire, la vascularisation du parenchyme pulmonaire. On voit les petites lignes blanches, les petites lignes grises, c'est qui montrent que ça n'était pas trop pénétré. Si c'est trop pénétré, ce qu'il y a trop de rayons X, c'est que ça va être noir. Ça va brûler la cassette et on ne va pas voir les petits détails du parenchyme. Donc, après, on a l'inspiration profonde, c'est qu'on est censé compter le nombre de côtes, les arcs antérieurs de chaque côte, la première côte, la deuxième côte, la troisième côte, la quatrième côte, la cinquième côte, la sixième côte. Si la cinquième ou la sixième côte sont
plus haut que la coupole diaphragmatique, c'est que c'est une radio qui a été faite en bonne inspiration. Là, c'est un sujet jeune, donc il n'y a vraiment pas de problème. La cinquième radio, le cinquième arc est vraiment très loin du diaphragme. Mais si c'était une radio chez un sujet âgé, ça serait vraiment limite, limite. Et donc, c'est important de vérifier que la radio a été faite en bonne pénétration. Le cadrage, on en a parlé. Il faut voir bien les différents composants du parenchyme. Il faut qu'on voit les cul-de-sac, il faut qu'on voit le sommet, il faut qu'on voit le contenant du thorax. Et si on ne le voit pas, c'est que vraiment c'est une radio qui doit être refaite. Notre critère, c'est les omoplates bien dégagées. Bon, généralement, c'est pas un critère qui est respecté à 100%, malheureusement. Et là, normalement, si le patient il est en bonne position, on dégage bien ses omoplates, c'est qu'on n'aura pas une projection des omoplates sur le parenchyme. Après, vous allez voir d'autres radios où vraiment les omoplates sont en plein milieu et il faudra faire attention, ne pas interpréter ces omoplates comme étant des opacités. Donc, lors de cette planche, vous pouvez relire les différents critères de qualité qu'on vient de revoir. Vous pouvez les lire attentivement, prendre le temps, les critères de bonne inspiration, les critères de bonne pénétration, pas de la symétrie ou pas de rotation du patient et la bonne inspiration. Je vous invite à faire pause durant cette planche et à relire attentivement. Et si vous avez des questions, on les reverra plus tard. Bon, là, cette radio, c'est bon, c'est de la répétition, critères de qualité, de phase, inspiration profonde. En apnée, le diaphragme, il est net, il est bien dessiné, même si là, il y a eu un petit mouvement durant la radio. Là, il est net. Et là, il y a eu une petite expiration, une petite respiration durant la radio. Bon, comment analyser une radio? Il y a plusieurs techniques. Certains font organe par organe, ils analysent le contenant, la cage thoracique, les vertèbres, les clavicules, et après ils font contenu, médiastin, puis poumon. Certains utilisent une méthode en escargot, en façon de la périphérie de la radio et en rentrant progressivement à l'intérieur. Bon, ça dépend de la radio. Ça dépend de la radio. Si vous écrivez à chaque fois analyse contenant, analyse contenu, ça va prendre beaucoup de temps. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire, mais de quand même jeter un coup d'œil sur le contenant reste très 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 important. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le contenant? Bien sûr, il y a ici en rouge les clavicules, les vertèbres en jaune, l'omoplate en bleu et on a bien sûr les côtes. Les côtes, on aura une double projection. On aura la projection des arcs postérieurs en rouge. Non, là ça commence par le deuxième. Il y a normalement le premier qui est plus haut. Première côte postérieure, deuxième côte postérieure, troisième côte postérieure et on descend. C'est les arcs c'est pas toute la côte, c'est la partie postérieure, c'est l'arc postérieur. Et là, c'est l'arc antérieur, c'est la première côte, la deuxième côte, la troisième côte. Bon, c'est l'occasion de vous montrer une fausse image, c'est ce qu'on appelle une image construite. On a l'impression qu'il y a une cavité ici en noir. Nous, on appelle ça la caverne de l'externe. Ça veut dire les étudiants en médecine vont à un moment donné interpréter ça comme étant une caverne, comme étant une cavité tuberculeuse, alors que c'est juste la limite interne de la première côte. Et vous allez le voir, on va faire des TD et il y aura certains qui vont faire cette erreur comme chaque année. Après, il faut reconnaître certains repères, certains signes normaux. D'abord, on a les lignes médiastinales. Vous pouvez faire pause et revoir ces différentes lignes. La ligne médiastinale postérieure, c'est là où rejoint le médiastin la paroi postérieure.
et en deux, la ligne médiastinale antérieure, là aussi, elle est en Y. Les deux sont en Y, on les voit à peine. Et la ligne médiastinale antérieure, elle est aussi en Y. Après, on a la ligne paratrachéale droite. Donc, c'est en pointillé. La trachée, elle est dessinée en pointillé. On va avoir après des radios normales où la trachée, elle est vraiment visible puisqu'elle est noire. Elle contient de l'air. La 4, elle est où la 4? La ligne para-œsophagienne supérieure. Oui, on va voir, parfois on voit l'œsophage. C'est surtout la ligne œsophagienne, elle est là, elle descend ici. Je sais pas s'ils ont. Oui, la 6. Oui, la ligne œsophagienne antérieure, c'est la 6. Là, c'est le suivi de l'œsophage. La ligne parazygos en 5. La 9, c'est la ligne aortopulmonaire. La 8, c'est les limites des vertèbres, les lignes paravertébrales droite et gauche. Et la 7, c'est la ligne para-aortique, para- et sous-claviculaire gauche. Et là, il y a le bouton aortique, ça n'a pas été mentionné, c'est très très important. Donc on revient, ligne médiastinale postérieure en Y bleu, ligne médiastinale antérieure en Y vert, les lignes paratrachéelles en bleu clair, le violet c'est la ligne para-aortique, il y a le bouton aortique et ça descend. Là, il y a un petit problème avec la limite externe cardiaque chez ce patient. En vert, c'est les lignes paravertébrales et en jaune, c'est la ligne para-œsophagienne. Il y a là, ça aussi, ça reprend. Je vous invite là aussi à faire une pause et essayer de rechercher chaque ligne sur une radio normale. D'accord? Euh, le bouton aortique, la ligne paravertébrale, la ligne para-aortique, pardon, descendante et la paravertébrale, là, on la voit à peine. À droite, on la voit bien. Et je vous invite à faire une pause et à bien vous habituer à voir des radiographies normales. On revient, le bouton aortique, ligne para-aortique, carène de la trachée, puisque la trachée va se bifurquer, ça va se séparer en deux parties. Cette partie-là de bifurcation, on l'appelle la carène trachéale. Il y a de la répétition, j'ai fait exprès de répéter, c'est pour vous concrétiser certains aspects dans votre tête. Il y a ici la pochette gastrique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un critère de qualité qui nous montre que la radio, elle a été faite en position debout. La petite scissure horizontale, ce n'est pas un critère de qualité, mais parfois on arrive à voir la petite scissure en téléthorax de face chez vraiment un petit pourcentage de patients. Là, cette radio, vraiment, elle est surchargée, elle est en anglais. Elle essaye de reprendre les différents éléments anatomiques. J'ai fait exprès de la mettre pour vous montrer qu'il y a une superposition, couche sur couche, d'un ensemble d'éléments vraiment variables. Je vous invite à faire pause, à lire, à vous habituer aux termes en anglais, puisqu'on est censé faire une partie de notre cours en anglais. Euh, donc la clavicule, ça reste la clavicule. Le bouton aortique, bon, c'est pas le bouton, c'est la crosse aortique, aortic arch. Descending aorta, l'aorte descendante. Pulmonary trunk, l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire. Left atrium border, l'auricule cardiaque gauche. The heart, c'est le cœur, et ainsi de suite. Un élément très important, c'est que il y aura beaucoup d'images construites et il faudra reconnaître les différents éléments. L'un des pièges dans lequel vous allez sûrement tomber, c'est l'image du île, l'artère pulmonaire et les éléments du île.
que vous allez interpréter comme étant des masses, comme étant des cancers, comme étant je ne sais pas quoi. Et il faut vraiment vous habituer à reconnaître les éléments du il et c'est généralement les artères et les veines pulmonaires. Enfin, toujours des radiographies normales, essayez de reconnaître les éléments. La première côte, la deuxième côte, la troisième côte, la quatrième côte, la pochette gastrique, les artères pulmonaires, l'artère pulmonaire droite, la bouton aortique, les lignes médiastinales. Est-ce qu'elle est symétrique? Là, vraiment, elle est à la limite. Les épines vertébrales sont vraiment à la limite de la projection de la trachée. Et donc, je vous invite à prendre le temps de voir des radiographies normales une nouvelle fois. Bon, après, cette radio, c'est pour vous montrer le zonage. Lorsque vous allez avoir des images pathologiques, au lieu de dire que cette image, elle est au niveau du tiers supérieur, parfois il est plus intéressant de localiser de manière médicale. Donc, lorsqu'on a une image ici, on va dire qu'elle est susclaviculaire. Lorsqu'elle est au niveau 2, c'est sous-claviculaire. Lorsqu'elle est derrière la clavicule, on va dire qu'elle est rétroclaviculaire. Lorsqu'elle est au niveau du il, on va dire qu'elle est hilaire, mais généralement on ne dit pas qu'elle est hilaire, on dit qu'elle est à projection hilaire. Parce qu'au niveau des hules, il y a plusieurs couches. Il y a du parenchyme en antérieur, il y a du parenchyme derrière le il. Et donc, on va dire à projection hilaire parce qu'on n'est pas encore sûr si cette image elle est hilaire ou pas. Au niveau 5, elle est juste à côté du il, on va dire qu'elle est para-hilaire. Au niveau 3, c'est axillaire. Axillaire, c'est l'aisselle. C'est en arabe, تحت الباب. Donc, cette localisation ici, c'est axillaire. La 6, c'est paracardiaque, comme parahilaire. Le 7, c'est cardiophrenique. C'est l'angle cardiophrenique, c'est zawiya, entre le cœur et le diaphragme. Le diaphragme, c'est le phrénique. Et l'angle costo-phrénique ou costo-diaphragmatique au niveau 8. Maintenant, quelques notions sur la radiographie de profil. La radiographie de profil fait vraiment peur aux étudiants parce que ils n'ont pas pris le temps d'étudier ça. Mais une fois que vous connaissez, vous allez savoir que la radio de profil, elle est vraiment beaucoup plus facile que la radiographie de face. Il suffit de connaître certains éléments, de reconnaître les éléments anatomiques, le sternum, le cœur, l'aorte ascendante et descendante, les différentes vertèbres, les côtes, l'arc costal latéral. Vous voyez très très bien les côtes qui sont bien dessinées. J'ai d'autres images pour la radio de profil. Généralement, pour avoir parfois les scissures, puisque les grandes scissures, on va pas les voir dans les radios de profil, pardon, dans les radios de face, mais parfois on peut les voir dans les radios de profil. Alors, d'autres éléments, l'arc aortic arch, c'est la crosse aortique, trachea, vous voyez en noir, puisque c'est de l'air dans la trachée, les ventricules cardiaques et l'artère pulmonaire. Et très très important, c'est cette partie en noir, ce qu'on appelle la région rétrocardiaque et la région rétrosternale. C'est là où on va voir vraiment du parenchyme. Les autres endroits, il y a de la projection du cœur, des vertèbres, donc on voit pas bien le parenchyme, mais en rétrocardiaque et en rétrosternal, on arrive à bien voir. Et on voit les deux cul-de-sac, droite et gauche. Il y a des techniques pour savoir c'est quoi le droite, c'est lequel le gauche, c'est pas vraiment important. Lorsqu'il y aura un épanchement ou il y aura une opacité cachée derrière le diaphragme, on va pouvoir la voir sur la radio de profil.
Après cette analyse des radiographies de face et profil, il est utile de connaître quelques images pièges. Ce schéma essaie de regrouper plus ou moins les différentes images pièges. Bon, il y a celle dont laquelle j'ai commencé, c'est la fameuse caverne de l'externe. Vous allez interpréter comme il y a une caverne au niveau du bord interne de la première côte. Il y a la clavicule et son encoche, parfois elle est interprétée comme certaines images. Il y a le creux susclaviculaire, parfois il est aussi interprété. Quoi d'autre? Le creux axillaire, parfois certaines morphologies de sujets très maigres, on va interpréter le creux claviculaire. Il y a la projection du mamelon qui va donner l'aspect d'un nodule. Il faut comparer en symétrie et voir s'il y a deux nodules des deux côtés, c'est que c'est probablement le mamelon. Et après une radio de profil, ça va vraiment éliminer. Après l'ambre mammaire, c'est tout l'ambre mammaire qui va parfois être interprété comme étant une grosse image arrondie ou en croissant, comme étant une image pathologique. Parfois, c'est des implants mammaires où ça va être interprété comme étant des kystes hydatiques. La en 5, c'est ce qu'on appelle la lame azygos. C'est une variable de la veine azygos. Chez certains patients, on aura une scissure et un lobe azygos. C'est une malformation congénitale. Il y aura une scissure en plus par rapport à la petite scissure. C'est une variable. Vous pouvez la chercher sur Internet et vérifier tout ça. Après, on va voir quelques signes radiologiques utiles et quelques techniques. D'abord, le signe de la silhouette, ce qu'on appelle le signe de la silhouette de Felson, c'est lorsqu'on a deux images qui se collent l'une à l'autre. Si on arrive à voir les limites de ces images, c'est qu'elles ne sont pas sur le même plan. C'est qu'il y a une qui est devant l'autre. Wahda bil-l'okhra. Si on n'arrive pas à voir les limites, c'est qu'elles sont sur le même plan. D'accord? Si on ne voit pas les limites, c'est qu'ils sont sur le même plan. Vous pouvez lire en détail le signe de la silhouette de Felson. Je ne vais pas faire une séance de lecture, je vais vous montrer des images plus intéressantes. Donc, l'intérêt, c'est de localiser la lésion au niveau du parenchyme, si elle est rétrocardiaque, rétrodiaphragmatique. Ça va nous permettre de savoir est-ce que c'est au même plan que le cœur ou qu'une autre lésion, par exemple. Cette image, c'est un exemple. Donc, j'ai une opacité. Sa limite interne se conflue avec le bord droit du cœur et elle l'efface. On ne voit pas de limite. Donc, c'est une image qui est antérieure, qui touche le cœur. Généralement, c'est le lobe moyen droit. Et la radio de profil va confirmer que c'est le lobe moyen. Le lobe moyen droit parce qu'on n'a pas de lobe moyen à gauche. Vous le savez. Si j'arrive à voir la limite, c'est qu'elle n'est pas sur le même plan. Elle pourrait être antérieure, elle pourrait être postérieure. Mais puisqu'on sait que le cœur il est antérieur, donc on sait que cette image elle est postérieure et donc elle est au niveau du lobe inférieur droit. Après, on a ce qu'on appelle le signe du défilé cervico-thoracique. Le signe du défilé cervico-thoracique, le défilé cervico-thoracique, c'est la limite supérieure du thorax. C'est la clavicule, le creux jusclaviculaire. Si on a une opacité d'allure médiastinale qui dépasse la clavicule, qui dépasse le bord supérieur de la clavicule, c'est que on sait que cette opacité, elle est postérieure. Si on va faire le profil, on va voir qu'elle est postérieure à la clavicule. Là, c'est la coupe de la clavicule et là, c'est le creux susclaviculaire. Si on arrive à voir le, que cette opacité dépasse la clavicule et surtout elle dépasse la limite supérieure de la clavicule, c'est que cette image, elle est postérieure. Si elle s'arrête avec la clavicule, c'est qu'elle est antérieure, elle ne peut pas dépasser la clavicule. Je sens que vous allez me poser des questions sur cette euh, signe radiologique du défilé cervico-thoracique. Je vous invite à lire attentivement cette description et bien sûr, je serai là pour les questions. Peut-être j'expliquerai ça en arabe.
Après, on a deux signes, deux autres signes qu'on utilise beaucoup moins fréquemment. On a le signe du iceberg. Le signe de iceberg, c'est là, j'ai ma pôle diaphragmatique et j'ai une opacité. Si j'arrive à voir la limite sous-diaphragmatique, c'est que cette opacité, elle est entourée par de l'air. C'est qu'elle est rétrodiaphragmatique. Et si je vais faire une radio de profil, je vais confirmer qu'elle est dans le parenchyme rétrodiaphragmatique. Par contre, si j'ai une opacité comme ça, pardon, donc là, toujours diaphragme, et j'ai une opacité comme ça, et je vois pas la limite, je vois aucun, pardon, je vois pas la limite sous-diaphragmatique, j'arrive pas à le voir, c'est que elle n'est pas entourée par de l'air dans sa partie inférieure, et donc elle est probablement abdominale, et elle est en train de pousser le diaphragme vers le haut. Deux autres signes radiologiques qu'on utilise beaucoup moins fréquemment, le signe de recouvrement hilaire et le signe de la convergence. C'est vraiment très rare qu'on utilise. C'est pour savoir si on a une opacité à projection hilaire, est-ce qu'elle est vasculaire ou non vasculaire. Donc si le vaisseau se continue derrière cette opacité, c'est qu'elle n'est pas de nature vasculaire. En dernière planche, c'est les étapes de description d'une radiographie. Bien sûr, ces étapes ne sont pas obligatoires. Je vais vous donner un autre document avec cette vidéo qui va vous donner des exemples de description, une vingtaine de descriptions que je vais vous inviter à réécrire à la main et à essayer de dessiner chaque description, de dessiner l'image de cette description avant de faire notre séance en visio. Et donc, là, c'est un exemple, on va essayer de regrouper là, en gros, comment décrire une radio. On va dire si c'est une radio de face ou de profil, si elle est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Si on voit les ombres mammaires, on va dire qu'elle est prise chez une femme, sinon prise chez un homme, mais c'est vraiment pas obligatoire. Si on n'a pas le temps, on ne mentionne pas. Le contenant, lorsqu'il y a un problème de contenant, on peut analyser le contenant. Après, on passe au contenu et aux images pathologiques. L'image pathologique, on va dire sa nature, si c'est une opacité ou une clarté, et parfois c'est une image mixte contenant en même temps une opacité et une clarté. On va donner le nombre, une seule ou plusieurs opacités. Le siège, on a dit comment décrire le siège de notre image pathologique. La densité, homogénéité, le plus souvent, c'est des images denses homogènes. On va voir après, lors des TD, des images peu denses et inhomogènes. Après, on décrit la forme. Est-ce qu'elle est arrondie? Est-ce qu'elle est ovalaire? Est-ce qu'elle est triangulaire? Est-ce qu'elle est quadrangulaire? Et après, on va donner la taille. Il y a des techniques comment décrire la taille. Grosso modo, une côte et un espace intercostal représentent 3,5 cm. Et enfin, on va donner les rapports et les limites de cette image, les limites internes, inférieures, externes et supérieures. Bien sûr, on ne va pas faire toutes ces étapes à chaque radio. Lorsque vous allez vous habituer à décrire plusieurs fois des radios, vous allez savoir quelles sont les étapes importantes qu'il faut vraiment faire. Et d'autres, c'est des étapes optionnelles. Si on a le temps, on les fait. Mais généralement, on n'a pas le temps. Lors de l'examen, c'est 3 minutes de par radio. Donc, il faut vraiment choisir les étapes à mentionner. C'est pour ça que je vous invite à lire et à écrire les 25 descriptions types exemples que je vais vous transmettre. Après, il y aura des signes associés à l'image pathologique. C'est des images associées généralement, par exemple, un pneumothorax, il va être associé à un refoulement. D'accord? C'est des images associées à l'image pathologique. Après, on peut avoir d'autres images qui ne sont pas généralement associées à l'image pathologique. C'est juste deux pathologies différentes qui se sont survenues chez ce patient. Et après, dans la conclusion, on va essayer de donner un diagnostic radiologique et un diagnostic étiologique.
Là aussi, c'est pas obligatoire d'avoir les deux. Par exemple, un épanchement pleural, ça va être ça le diagnostic. C'est un épanchement pleural liquidien, droit ou gauche. On va pas mentionner les différents diagnostics étiologiques de notre interprétation. Mais dans d'autres radios, on va mentionner les différentes diagnostics étiologiques possibles. Généralement, on mentionne trois, du plus probable au moins probable ou du plus grave au moins grave. Et je vous remercie pour votre suivi.